Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'arrestation sans effusion de sang cette nuit à Belgrade de Slobodan Milosevic. Accusé de corruption, il a été placé pour 30 jours en détention préventive. La communauté internationale considère que c'est une première étape nécessaire, mais qu'il faudra que l'ancien dictateur réponde de crimes de guerre et contre l'humanité devant le TPI. Dans cette édition, nous retrouverons en direct Jérôme Beny, notre envoyé spécial à Belgrade, et la porte-parole du tribunal pénal international à La Haye, Florence Hartmann. Les licenciements annoncés chez Danone et Marks & Spencer provoquent émotion et colère. Après Lionel Jospin qui parle de sanctions pour délit d'entrave, la gauche plurielle demande davantage avec un vrai coup de barre à gauche. À Amsterdam, une première mondiale, le mariage de couples homosexuels autorisés à adopter des enfants. La loi est entrée en vigueur aujourd'hui. Et puis, succès indéniable pour le printemps des musées. 1 millier d'établissements ont ouvert gratuitement leurs portes partout en France. Cette initiative, dont c'est la 3e édition en France, sera suivie cette année dans 23 autres pays. Ainsi donc, Slobodan Milosevic s'apprête à passer sa première nuit en prison. Devenu maître dans l'art du contre-pied, l'ancien dictateur qui affirmait hier encore qu'il ne se rendrait jamais vivant a finalement été arrêté sans violence ni effusion de sang la nuit dernière. Tout laisse à penser que d'âpres négociations se sont déroulées ces dernières 24 heures et c'est ce matin à l'aube que Milosevic a gagné la prison centrale de Belgrade pour être entendu par un juge d'instruction dans l'après-midi. Résultat de cette première comparution, l'ancien président yougoslave a été mis en détention provisoire pour 30 jours. Bernard Lebrun. Jamais je n'irai en prison vivant. Il y est depuis 5 heures ce matin. Ultime bravade d'un président déchu devenu en une nuit le détenu, Milosevic. Au petit matin arrive l'avocat du grand homme. Sa spécialité, les Serbes de Bosnie jugés à La Haye devant le tribunal pénal international. Il était dans la voiture du prévenu cette nuit. En substance, maître Thomas Fila explique que Slobodan Milosevic n'a pas été arrêté, mais qu'il s'est rendu à la justice de son pays. Nuance. Qu'est-ce qui a donc changé cette nuit pour que le fort Chabrol imprenable depuis 24 heures se transforme en villa ouverte? Personne ne connaît la teneur des négociations. 4h40, en quelques minutes, la police procède dans le calme à l'arrestation. Un convoi de limousines file alors directement vers la prison. Pas d'image du prévenu. C'est alors qu'éclatent des coups de feu dans le parc de la villa présidentielle. Expression de la colère, dira un ministre. Après le départ de son père, la fille de Slobodan Milosevic a été victime d'une crise de nerfs. À la mi-journée, dans cette voiture, est arrivé à la prison le juge Kobrina. Il a signifié à l'ancien président qu'il était en détention préventive pour 1 mois. Puis on est passé au dossier. Plus tard dans l'après-midi, maître Fila, qui assistait à l'audition, a expliqué à la presse que son client rejetait en bloc les accusations portées contre lui. Mon client a affirmé qu'il n'était coupable d'aucune des accusations d'abus de pouvoir et de détournement de fonds publics. Il a décidé de se défendre et de dire la vérité. Maître Fila a annoncé qu'il allait faire appel sur le mois de préventive, mais sans beaucoup d'espoir. De son côté, le ministre de la Justice serbe, Vladan Batić, a expliqué que la question du tribunal pénal international ne serait d'actualité qu'après l'adoption d'une loi par le Parlement sur la coopération avec le TPI. Dès hier soir, au palais présidentiel, la crise au sommet semblait oubliée. Le président Koštunica et son premier ministre Zoran Đinđić avaient, semble-t-il, bien décidé de tourner la page. 6 mois après sa chute politique et après avoir tenu d'une main de fer le pouvoir pendant près de 15 ans, Milosevic est devenu un citoyen ordinaire, incarcéré à Belgrade et accusé dans un premier temps d'abus de pouvoir et de corruption par la justice serbe. Voici comment les Belgradois réagissaient aujourd'hui à son arrestation. Richard Binet, Alexandre Ilić et Patrick Desmuy. Un dimanche ordinaire dans le parc de Kalemegdan, au centre de Belgrade. On y voit de vieilles dames tenter d'améliorer le quotidien en vendant leur modeste artisanat. 300 francs par mois de pension, il faut survivre. Liliana était médecin. Pour elle, l'arrestation de Slobodan Milosevic n'est que justice. J'ai travaillé dans l'humanitaire et je le plains. Comme lui, j'ai un petit-fils. Mais lorsqu'il était au pouvoir, est-ce qu'il se préoccupait de nos familles? Rue Vassina, au café Le Plateau, au lieu de la contestation à la fin des années 90. Tiana a toujours milité contre Milosevic. Elle ne cache ni sa satisfaction, ni son nationalisme.
C'est bien, il est arrêté. Il faut maintenant le juger pour ses crimes, mais pas au tribunal de La Haye. Pourquoi? Parce qu'il faudrait juger aussi Izetbegovic et Tudjman qui a sauvé la Croatie en mourant. Novi Beograd, une cité dortoir plantée au bord du Danube. 300 000 personnes, la chambre à coucher de Belgrade, disent ses habitants. Nenad et Tiana vivent dans un petit appartement où ils n'ont d'autre loisir que de regarder passer les bateaux. Il nous a menés d'une guerre à l'autre, d'une misère à l'autre. Jamais le meilleur, toujours le pire. Il ne nous est jamais rien arrivé de bon à nous les jeunes. C'est pour cela qu'il doit être jugé. La majorité des Belgradois ont accueilli avec satisfaction l'arrestation de Slobodan Milosevic. Pour autant, ils ne souhaitent pas forcément qu'il soit extradé, mais qu'il soit jugé en Yougoslavie pour 11 années d'un règne sans partage qui a mené le pays à sa ruine. Et en direct de Belgrade, nous retrouvons notre autre envoyé spécial, Jérôme Beny. Que savez-vous ce soir des conditions de détention de Milosevic et comment va se dérouler le calendrier judiciaire à votre connaissance? Oui, Béatrice, je viens de rencontrer l'avocat de Slobodan Milosevic, Maître Fila, qui nous a expliqué que son client est très fatigué, comme lui d'ailleurs, ils n'ont pas dormi depuis 4 jours, et qu'il a été installé dans une partie spéciale au premier étage de la prison de Belgrade, une partie qui a été ouverte pour la circonstance, une grande cellule avec 8 lits et une salle de bain pour l'ancien président Milosevic, où lui a droit à l'eau chaude alors que l'ordinaire des prisonniers est plutôt l'eau froide. Mais en revanche, il n'a ni télévision, ni journaux, il est coupé du monde, il a droit aux visites de sa famille, en fait essentiellement sa femme Mira Markovic et sa fille qui lui rendent visite chaque jour. Son avocat espère qu'il obtiendra la visite aussi de certains membres de son parti, le Parti socialiste de Serbie. En ce qui concerne la suite de la procédure, son avocat ne se fait aucune illusion sur la demande de remise en liberté. Il sera auditionné dans une dizaine de jours quand les 3 co-inculpés dans son affaire auront également été entendus par le juge d'instruction et le procès arrivera plus tard. Il faut que des experts déterminent si de l'argent a été envoyé à l'étranger auprès du service des douanes et s'il y a des comptes ouverts à l'étranger. Quand on demande à Maître Fila est-ce que ça va durer longtemps, il dit on n'en sait rien et fait un geste pour dire qu'en tout cas ça sera beaucoup plus long que le mois de prison préventive déjà prévu. Merci Jérôme Beny de toutes ces précisions. De nombreuses réactions bien sûr internationales à l'arrestation de Slobodan Milosevic, parmi lesquelles nous retiendrons celle du président américain qui considère qu'il s'agit d'une première étape conduisant à un procès pour crime contre l'humanité. Quant à Jacques Chirac, il se réjouit de cette arrestation, confirmant que les autorités yougoslaves ont fait leur choix du chemin de la démocratie et du droit. Justice doit maintenant être faite, a ajouté le chef de l'État. Même si l'ancien président yougoslave rejette cet après-midi toutes les accusations portées contre lui, il est bien inculpé depuis vendredi dernier par le parquet de Belgrade d'abus de pouvoir et de malversation. Il aurait détourné des sommes considérables et pillé le pays en puisant dans les fonds publics, un volet financier qui, pour l'instant du moins, laisse totalement de côté les charges qui pèsent contre l'ancien dictateur, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et qui devra en rendre compte devant le TPI. Gérard Grisbeck. C'était leur heure de gloire, ils vont maintenant devoir rendre des comptes. Car en 13 ans de pouvoir, Slobodan Milosevic a construit un État mafieux. Et qui dit mafia dit d'abord famille. La famille Milosevic s'est enrichie grâce au trafic en tout genre, aidée par la guerre et l'embargo. La justice yougoslave reproche à Slobodan Milosevic d'avoir empoché indûment 850 millions de francs, pas moins, sans parler des crimes de guerre. Je pense qu'il serait jugé d'abord chez nous parce que je vous signale que 17 000 plaintes des Serbes pour les crimes de guerre qu'a commis M. Milosevic ont été remis à la justice de Serbie. Alors il faut d'abord qu'il réponde à notre propre peuple et après, si c'est nécessaire, bien sûr, il y aura une coopération. Il y a toujours une coopération avec la Haye et je peux imaginer qu'un jour il va finir à la Haye. Après le père, le fils Marco, qui s'est enfui à l'étranger. Sportif, ancien pilote de course, il se plaisait à dire qu'il fallait être idiot pour ne pas gagner son premier million avant l'âge de 21 ans. Il s'est enrichi grâce à l'embargo occidental en organisant le trafic de cigarettes et d'essence. On dit d'ailleurs qu'il serait responsable de l'assassinat d'Arkan il y a un peu plus d'1 an. Les 2 hommes se seraient disputés le marché de la contrebande et l'affaire aurait mal tourné. Arkan s'était fait le champion de l'épuration ethnique en Bosnie à la tête de sa milice. L'homme symbolisait parfaitement ces guerriers reconvertis dans les affaires. En arrêtant l'ancien président yougoslave, la justice va devoir remonter toute la chaîne des proches de Slobodan Milosevic et décider ou non de son transfert à la Haye.
Et précisément en direct de La Haye, nous retrouvons Florence Hartmann, qui est porte-parole du tribunal pénal international. D'un mot, forcément un sentiment de satisfaction. Ce soir, Milosevic est derrière les barreaux. Satisfaction, oui, Milosevic est enfin arrêté. Maintenant, il s'agit de demander aux autorités yougoslaves de le transférer à La Haye. Nous enverrons dans les jours prochains le greffier du tribunal qui vérifiera que l'inculpation et le mandat d'arrêt qui existe contre lui a été notifié par les autorités locales. Alors, à ma connaissance, vous n'avez pas encore les moyens légaux de persuader ou de contraindre les autorités yougoslaves de livrer Slobodan Milosevic. Est-ce que c'est d'abord une question de calendrier ? Nous avons un dispositif légal pour forcer les autorités yougoslaves à respecter leur obligation internationale, parce qu'il s'agit d'une obligation internationale de la Yougoslavie de coopérer avec le tribunal, mais également d'arrêter de transférer tous les inculpés, quelle que soit leur nationalité. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous attendons des autorités yougoslaves qu'elles réagissent d'elles-mêmes. C'est pour ça que nous assurons que le mandat d'arrêt a été notifié à l'inculpé. Nous avons le moyen de le faire à partir dans quelques semaines, par exemple devant le Conseil de sécurité. Nous pouvons également demander, en vertu du statut, que la juridiction nationale soit dessaisie le temps du procès pour crime contre l'humanité devant le tribunal de La Haye. Mais Madame Hartmann, les autorités de Belgrade ont toujours dit qu'elles ne reconnaissaient pas le tribunal pénal de La Haye. Qu'adviendra-t-il donc ? Il y a eu un changement depuis les élections. Nous avons déjà eu une arrestation sur le territoire serbe d'un inculpé de Bosnie-Herzégovine pour génocide. Il a été transféré à La Haye. Il y a des progrès et je pense que cette issue n'est pas complètement fermée. Si les autorités font complètement obstruction, nous pouvons réagir. Mais il est tout à fait fondamental que Milosevic soit jugé pour son rôle dans la guerre. Il est inculpé pour le Kosovo. Nous enquêtons et prochainement, nous aurons une inculpation pour la Bosnie et la Croatie. Monsieur Milosevic ne peut pas répondre seulement de délits de corruption dans son pays. Les deux procédures judiciaires doivent coexister. Il est important pour la réconciliation dans la région que Milosevic soit individuellement reconnu responsable des crimes qu'il a commis pour libérer le peuple serbe de la responsabilité collective. Cela est fondamental aussi. Merci Madame Hartmann d'avoir répondu en direct à nos questions. L'un des grands thèmes sociaux de la semaine à venir reste et restera les licenciements annoncés chez Marks & Spencer et Danone qui ont brutalement secoué l'opinion publique et les politiques. Du coup, dans la gauche plurielle, on réclame un coup de barre à gauche. Hier, Lionel Jospin disait vouloir garder le cap coûte que coûte et n'évoquait que les sanctions en parlant de délit d'entrave. Cyril Deveau, Anne-Mourgue. La méthode utilisée par Marks & Spencer pour annoncer 1700 licenciements n'a visiblement pas plu à Lionel Jospin. Les responsables des magasins en France ont été informés par la direction britannique en même temps que la presse et la bourse, par un simple email. Le gouvernement pourrait saisir les tribunaux pour délit d'entrave. Dans l'affaire Marks & Spencer, le comité d'entreprise n'aurait été ni consulté ni informé du plan social. Si une procédure de délit d'entrave est engagée, le président de l'entreprise risque jusqu'à 1 an de prison et 25 000 francs d'amende. Mais en aucun cas, les licenciements ne peuvent être annulés. Pourtant, les salariés ont reçu comme un encouragement le soutien du Premier ministre. Ils vont eux aussi engager une procédure. C'est long, malheureusement, mais entre-temps, malheureusement, les collègues sont là. Nous sommes sans emploi dans pas longtemps. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement justement par rapport à ça? Qu'est-ce que compte faire M. Jospin justement pour éviter que nous soyons à la rue et qu'on puisse retrouver très rapidement un emploi? C'est également la question que l'on se pose à l'usine Lu de Calais, frappée de fermeture par le plan social version Danone. Découragés, les salariés attendent plus que des mots du Premier ministre. C'est bien, mais c'est peut-être pas encore assez, parce qu'il a juste dit qu'il était contre, mais il n'a rien fait pour l'empêcher, parce qu'il était plus ou moins au courant de ce plan. Lionel Jospin annonçait hier que le gouvernement naviguerait tout droit, avec un peu plus de vent dans les voiles. Les autres membres de la gauche plurielle voient au contraire dans les plans sociaux à répétition une incitation à mettre la barre à gauche. Nous pensons, nous, qu'il faut qu'il y ait un changement de cap qui ne nous semble pas avoir été pris en compte hier dans le séminaire gouvernemental. Je pense que le gouvernement ne peut plus se contenter de mots qui ressemblent à un aveu d'impuissance. Garder le cap quand la majorité plurielle penche à gauche, voilà qui ne manquera pas de faire tanguer le gouvernement.
Un nouveau point des perturbations à la SNCF à la veille de la semaine qui s'ouvre. Quelques perturbations aujourd'hui qui devraient se retrouver demain encore pour la 5e journée consécutive. Pour le réseau TGV dans le nord, 3 trains sur 4 et 2 sur 3 dans le sud-est. Pour les trains corail, 1 train sur 2 dans le nord-est et 2 sur 3 dans le sud-est. Enfin pour les TER à Marseille, 1 train sur 2 et 2 trains sur 3 au départ de Lille, Metz, Nancy et Dijon. Enfin en Île-de-France, encore quelques perturbations et l'arrêt complet de la ligne E du RER et 1 train sur 3 sur le réseau Paris Sud-Est. Revenons à présent sur cette information que nous vous donnions hier concernant le non-lieu dont bénéficient les 4 jeunes accusés d'avoir violé une femme gardienne de la paix dans le RER en 1996. 5 ans après les faits, les suspects ont donc été innocentés. La justice soupçonne même la jeune femme d'être mythomane. Pascal Doucet-Bon. Sandrine dit-elle la vérité? Ce gardien de la paix, âgé de 28 ans à l'époque des faits, dit avoir été battu et violé par 4 hommes le 25 octobre 1996. Elle regagnait son domicile après le service dans un train de banlieue quelque peu déserté. L'agression, dit-elle, a eu lieu dans la rame. Il m'a bousculé sur la banquette, il m'a arraché le sac. Et donc ensuite, ils sont tous arrivés. Et bon, ça a commencé, quoi, le calvaire. La police ne retrouvera aucun témoin. Sandrine dit avoir regagné son appartement, choquée, et s'être entièrement désinfectée. Pas de traces d'ADN. Et quand les enquêteurs lui présentent les visages de Jamel, Idriss, Adel et Mustapha, 18 et 19 ans, elle dit les reconnaître à coup sûr. Je suis formelle et je resterai formelle. Voilà. C'est certain. C'est moi qui étais dans le train. C'est eux qui étaient sur moi. Les 4 hommes passeront plus de 6 mois en détention provisoire. Ils ont pourtant tous des alibis solides. Certes, l'un d'entre eux a avoué, mais une enquête de la police des polices révélera des mauvais traitements à son encontre. Près de 5 ans après les faits, ils sont désormais innocentés. 5 ans, c'est long, mais la défense elle-même reconnaît qu'il fallait bien ça. L'enquête de la police judiciaire a été détaillée, elle a permis de vérifier l'alibi, elle a permis de procéder à d'autres investigations. Parfois, dans certaines affaires, le temps est utile, il faut prendre son temps. Sandrine a décidé de faire appel. Aucune piste sur d'autres éventuels violeurs. Les enquêteurs doutent de l'existence même de l'agression et parlent d'une supposée victime à la personnalité déconcertante. C'est demain que reprendra devant la cour d'assises de Paris le procès de Guy Georges. L'occasion de nous intéresser à ce dispositif mis en place par les gendarmes et en cours d'élaboration dans les services de police. Il s'agit d'un fichier d'analyse criminelle pour pister les tueurs en série. La gendarmerie a déjà le sien, l'ANACRIM. Les policiers préparent le leur. Audrey Goutard, Rémi Poissonnier. 2 ans que l'adjudant Karl est plongé dans le passé d'un redoutable tueur en série. L'homme est en prison depuis 4 ans pour les meurtres de 5 jeunes femmes. Mais pour l'adjudant, la traque continue. Rien n'est terminé. Chaque jour, avec son ordinateur, il rentre dans son logiciel ANACRIM d'autres meurtres inexpliqués, d'autres disparitions non élucidées. Il recoupe les modes opératoires, compare les lieux, cherche où se trouvait le meurtrier à l'époque des faits. Ça concerne le dossier Afira. Résultat, d'après ANACRIM, le tueur n'aurait pas assassiné 5 femmes, mais au moins 20. De quoi relancer les enquêteurs sur de nouvelles pistes. Vous avez ici tous les points de passage de l'auteur, avec éventuellement toutes les informations qui peuvent être utiles aux enquêteurs, qui sont reportées sur cette carte, au fur et à mesure que l'information nous est communiquée à travers les dossiers. On commence à connaître ses habitudes, son style de pensée, et en plus nous avons des spécialistes, des médecins, des psychiatres. Mais les institutions sont jalouses de leurs prérogatives et seule la gendarmerie a accès au logiciel ANACRIM. Pourtant, les policiers voient l'intérêt d'un tel soutien. Aujourd'hui, nous avons le renfort de l'informatique qui nous permet de rentrer dans l'analyse du fait de la machine, beaucoup plus d'éléments et surtout de les croiser et de faire en sorte qu'il y ait le moins de trous, le moins de zones d'ombre, le moins de zones inexplorées par l'enquête, justement dans l'enquête. En fait, la police a son projet de recoupement judiciaire, le logiciel Chardon. Il devrait bientôt voir le jour. Sa particularité, il a été conçu par des hommes expérimentés, ceux de la brigade criminelle. Pour le valider, ils l'ont testé sur un cas concret, celui du tueur de l'Est parisien. Et là où les policiers ont mis des années à faire le rapprochement entre ces 2 meurtres, Chardon a donné tout de suite la clé. Il n'y avait qu'un seul et même tueur, Guy Georges.
La parité lors des élections municipales, un pari gagné. 47,5% de femmes siègent dans les conseils municipaux. Il est vrai que la loi imposait un parfait équilibre dans l'élaboration des listes. Reste que si un élu municipal sur deux est bien une femme, ce sont toujours les hommes qui dirigent la plupart des grandes villes. Il n'y a que 10% de femmes maires. Comme d'habitude, ce sont les exceptions qui confirment la règle, comme dans certains arrondissements de Paris ou encore à Beauvais dans l'Oise. Deux exemples choisis par Laurence Stolazza et Alexandre Cara. Beauvais, 58 000 habitants, 24 ans de règne socialiste auquel a mis fin Caroline Cailleux, juriste de formation et secrétaire départementale du RPR. Les électeurs ont donc plébiscité le changement incarné par cette militante qui bat le pavé depuis des mois. Elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'un conseil municipal de 45 personnes, dont 22 femmes. Pour Caroline Cailleux, la parité, c'est une bulle d'oxygène, mais aussi un gain de crédibilité. Le fait qu'on ne se soit pas rendu compte du travail que nous faisions, c'est qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de prendre une équipe très féminisée au sérieux. C'était pas le cas avant? Non, c'était pas le cas avant. Il n'y a jamais eu de femme maire à Beauvais. Parmi ces 13 adjoints, 2 femmes, chargées de la famille, de la santé et de l'action sociale. Si elles reconnaissent le bien fondé de la loi sur la parité, elles avouent que cette loi n'arrive pas à bout des préjugés masculins. Respecter, je ne pense pas. Considérer peut-être la différence entre les deux. À Beauvais, les femmes sont fières de leur victoire. En provoquant l'alternance, elles ont écrit une page de l'histoire de la ville. Paris, 4e arrondissement. Dominique Bertinotti connaît bien la mairie, elle y est élue socialiste depuis 1995. Mais désormais, fini le bureau exigu, lundi prochain, elle prendra officiellement ses fonctions de maire. Pour constituer son équipe, elle a choisi autant de femmes que d'hommes, la parité parfaite. Mais pour les plus jeunes, ce n'est pas vraiment une révolution. Les personnes de ma génération ne sont pas surprises qu'il y ait la parité, puisque de fait, dans les écoles, dans la vie de tous les jours, dans le sport, la parité existe. Un arrondissement de plus de 30 000 habitants, jusqu'alors toujours dirigé par un homme. Lucien Finel, dernier maire en date, reçoit aujourd'hui Dominique Bertinotti, comme pour un passage de témoin entre deux générations, d'un monde politique à l'autre. C'est vrai que l'on vivait dans un monde politique anachronique de ce point de vue-là. Donc c'est quand même aussi beaucoup plus agréable de partager, je dirais, une proximité avec des femmes, alors qu'avant, on était très peu nombreuses. Comme le 12e et le 17e, le 4e arrondissement se prépare à accueillir Madame le maire. Un coup de jeune politique qui ne dispensera pas la mairie d'un bon coup de peinture. Ah, et bon, en Cisjordanie, les funérailles d'un bébé israélien de 10 mois tué par un Palestinien qui visait le quartier des colons. Des obsèques sous haute sécurité, quelques 2000 personnes en colère faisaient partie du cortège funéraire. Vendredi dernier, l'ETA annonçait vouloir menacer les sites touristiques en Espagne, recommandant aux étrangers d'éviter de s'y rendre. Agnès Varamian et Sylvain Dauba sont allés à la rencontre de vacanciers qui prennent au sérieux ces mises en garde, mais qui n'ont pour autant pas renoncé à leur voyage. Reportage dans cette station balnéaire de la Costa Brava où a eu lieu un attentat il y a 3 semaines. C'était en bord de plage, devant cet hôtel. 90 kilos d'explosifs dans une voiture. L'attentat a fait un mort, un policier. Les touristes avaient été prévenus, évacués. Par téléphone, le tour opérateur espagnol a alors demandé à ses vacanciers belges s'ils voulaient toujours venir ici. Ils disent qu'ils ne viennent jamais 2 fois à la même place. C'est comme une bombe. Une bombe qui m'a explosé 2 fois à la même place, quoi. Alors on est quand même venus. Le patron de l'hôtel veut croire, lui, qu'il s'agit d'une action sporadique. Choqué, il est surpris même du calme de ses clients. Pour le moment, on n'a eu pas d'annulation. On a eu les mêmes annulations qu'on a chaque année, l'annulation des dernières minutes et tout ça. Mais au contraire, il y a beaucoup de monde qui nous a téléphoné pour nous dire qu'il va retourner à notre hôtel. Rosas accueille 15 000 touristes à la mi-saison, 150 000 chaque semaine en été. Et ce week-end, comme les autres Européens, les Français sont là, principalement à Cadaqués, la ville de Salvador Dali. La frontière est à 50 km, ETA et ses menaces maintenues à distance. J'ai des vacances qui sont programmées, réservées. Je veux partir. La plage est tellement belle et le coin tellement super, je crois que c'est pas ce qui va empêcher les gens de venir, quoi. Dans les lieux de résidence des retraités hollandais ou allemands, on nous explique que la vigilance est plus grande, mais qu'il n'est pas question de renoncer à ces marinas qu'on rembourse depuis 10 ou 20 ans.
Avec ces attentats, l'ETA vise bien sûr les intérêts économiques espagnols, mais son message est aussi publicitaire pour que l'Europe tout entière n'oublie pas la question basque. Situation tendue entre Pékin et Washington après qu'un accrochage en plein ciel ait impliqué un avion militaire américain et 2 Chinois. Un avion de chasse chinois se serait écrasé. La guerre des communiqués que nous raconte notre correspondant permanent aux États-Unis, Étienne Lénart. Le voici, l'avion espion américain avec ses 4 moteurs à hélice et un gros radar sous son fuselage. Selon les Chinois, c'est bien l'appareil américain qui aurait heurté un avion militaire chinois dont le pilote est d'ailleurs porté disparu. Selon les États-Unis, l'appareil américain en mission de routine avec 24 personnes à bord a été intercepté et endommagé par 2 avions de chasse chinois. Pas de blessés, mais l'avion espion a dû atterrir en urgence sur l'île chinoise de Hainan, où des diplomates américains sont partis récupérer l'appareil, le matériel ultrasensible et l'équipage, avant que l'incident ne se transforme en crise diplomatique, car déjà ce matin aux États-Unis, les réactions sont vives. Je pense que les conséquences peuvent être sérieuses et que les 2 pays doivent agir très vite pour calmer la situation. De fait, à la Maison-Blanche, on explique suivre la situation d'extrêmement près, d'autant que depuis l'arrivée au pouvoir de George Bush, les relations entre la Chine et les États-Unis sont assez tendues, au moment où le président américain doit autoriser ou non la vente de matériel de très haute technologie à Taïwan, vente à laquelle la Chine est évidemment très opposée. Une page environnement avec le travail d'une équipe de scientifiques françaises et américaines qui tentent au Cameroun de purger les eaux d'un lac qui avait explosé il y a 15 ans, provoquant la mort de 1700 personnes. Cette explosion aurait été provoquée par une accumulation de gaz carbonique dans ce site lacustre installé dans un volcan. Romuald Benant, Frédéric Pasquette. Ces jeunes écoliers camerounais savent qu'ils vivent sous la menace de Nyos, le grand lac dans le cratère d'un ancien volcan. Ils sont nés sur ces rives, là même où il y a 15 ans, les eaux sont brutalement entrées en colère, disent les anciens. L'explosion qui a eu lieu en 1986, vous en avez entendu parler? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Oui. C'était au petit matin du 22 août 1986. Le lac avait pris des couleurs de boue. Pendant la nuit, une gigantesque bulle de gaz carbonique venue des profondeurs avait explosé en surface. Dans les villages voisins, en quelques minutes, plus de 1700 personnes avaient trouvé la mort, asphyxiées ou brûlées, en plein sommeil. Le gaz mortel s'était répandu partout, à 10 km à la ronde. Aujourd'hui, une nouvelle catastrophe est toujours à craindre. Le gaz pourrait venir par ici, dans cette vallée, et vous verriez les animaux mourir. Alors il ne faudrait pas descendre ici. Des capteurs de gaz carbonique équipés d'alarmes ont été installés pour alerter la population. Mais cette équipe de chercheurs français et américains s'est lancée dans une autre mission, titanesque. Tenter de purger Nyos de ces 300 millions de mètres cubes de gaz mortel. Du gaz qui se forme à plusieurs centaines de mètres sous terre, sous le lac en fait. Des sources, chauffées par le magma, fabriquent continuellement ce gaz carbonique. Il se concentre au fond de Nyos et quand les eaux en sont saturées, d'énormes bulles montent en surface et explosent. Ça reste un mystère. On sait que le lac se recharge en gaz carbonique. On ne sait pas d'où il vient. Enfin, on sait d'où il vient, on sait qu'il vient des profondeurs. Mais on ne sait pas où il arrive dans le lac. Si c'est dans le fond, de façon diffuse, ou si c'est par des sources discrètes, une source, plusieurs sources. La solution, plonger sur 210 mètres de profondeur une colonne de dégazage, sorte de piège, pour faire remonter artificiellement le gaz et l'expulser en faible concentration dans l'atmosphère. À lui seul, ce système va permettre de purger 20 millions de mètres cubes par an. Efficace, mais il en faudrait 4 autres pour éviter une seconde catastrophe. Ce qu'on a voulu, c'est arrêter le processus de recharge. C'est-à-dire, bon, là, on était en présence d'une bombe avec une mèche qui se raccourcissait. Ce qu'on a voulu, c'est couper la mèche. Si le projet est financé totalement et mené à son terme, les habitants pourront quitter d'ici 5 ans les camps de réfugiés construits à la hâte et rebâtir sur les ruines de leur village, au bord d'un lac devenu inoffensif. Une première mondiale à Amsterdam, le mariage officiel de 4 couples homosexuels, présidé par le maire de la ville en personne. Ils pourront avoir la possibilité d'adopter des enfants selon la loi qui est entrée en vigueur aujourd'hui. Sophie Rodier. Tous les yeux sont rivés sur cette pendule. À minuit pile, la loi qui autorise le mariage entre homosexuels entre en vigueur aux Pays-Bas. Pour ces 4 couples, pas question d'attendre une seconde de plus. Même protocole que pour les mariages hétérosexuels, échange de consentement
Et toujours la même question rituelle. Franck, voulez-vous prendre pour époux Peter? Aux Pays-Bas, la mesure ne choque pas. 62% des Néerlandais n'y voient aucune objection. Les mêmes droits pour tout le monde, parce que l'amour n'a pas de sexe. On est très heureux, c'est génial. En se mariant, ils acquièrent les mêmes droits et devoirs que les couples hétérosexuels. Grande première, la loi néerlandaise autorise même l'adoption. Seule condition, pour ne pas générer de conflits avec les autres pays, l'enfant doit avoir la nationalité hollandaise. Les Pays-Bas sont le premier État au monde à attribuer des droits aussi larges aux couples de même sexe. Dans beaucoup d'autres pays, les homosexuels ont obtenu des droits qui ressemblent au mariage. Vous, en France, par exemple, vous avez le Pax. On a pensé à ça il y a déjà 12 ans aux Pays-Bas. Et on s'est dit, si on donne des droits aux homosexuels, pourquoi pas exactement les mêmes droits que pour les hétérosexuels? Avec l'application de cette loi, les Pays-Bas s'attendent à enregistrer environ 10 000 unions homosexuelles par an, soit 10% des mariages. Entre la randonnée à ski et le sport, sous un soleil radieux, cette course de ski alpinisme qui a attiré plus de 250 concurrents pour la 12e édition du Grand Béal dans la vallée du Queyras, une manifestation particulièrement populaire dans les Alpes du Sud. Yannick Aroussi, Gérard Gallian. Dès le coup de fusil, chacun affirme sa différence. Les concurrents s'élancent dans des directions opposées, une pour chaque difficulté de parcours. Pour les meilleurs, c'est la boucle A. 2110 mètres de montée, 2360 de descente, dans des paysages somptueux. Quelques virages plaisir et beaucoup de maîtrise de la randonnée à ski. Certains préparent leur fixation pour la montée avant même la fin de la descente, tandis que d'autres qui ont choisi un parcours plus facile prennent leur temps. On est là pour s'amuser. Hein. Ouais. Hop, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça colle du premier coup. Il y en a qui ont l'air d'être plus pressés. Les meilleurs mettent 40 secondes pour équiper leur ski de ces peaux synthétiques indispensables à la montée. Ils ont dû le faire 5 fois aujourd'hui. C'est là aussi qu'une course se gagne. Il faut être rigoureux dans tous les domaines, d'autant plus que maintenant la discipline commence à être un petit peu plus assise et donc les équipes sont assez serrées et donc il ne faut rien négliger. Non, tu donnes ton sac. Dans cette équipe aujourd'hui, c'est monsieur qui s'occupe de tout. Il faut dire que madame n'en est qu'à cette deuxième course. Mais bon, elle marche super bien. C'est vraiment extra. Et en plus, je crois que journée fantastique. Bon, il faut que j'y aille quand même. Le Grand Béal est la course favorite des débutants. Un parcours simple et sûr qui leur permet tout de même de côtoyer les coureurs confirmés. Ils étaient aujourd'hui 220 à l'assaut des sommets. La descente là c'est horrible, on n'a plus de jambes, moi j'ai rien contrôlé, hein. C'est très dangereux quand on est en face. Et malgré la peur et les souffrances, ils ont promis de revenir l'année prochaine. Image insolite, celle de la consécration dans les arènes de Nîmes du nouvel évêque du diocèse. Quelques 7000 personnes y assistaient. Monseigneur Wattebled a été ordonné par l'évêque d'Arras en présence d'une vingtaine d'autres évêques venus de toute la France. Le succès était une fois encore au rendez-vous pour le printemps des musées. Ce dimanche, l'accès était gratuit partout en France. Près d'1 millier d'établissements ouverts au public. Michel Perrier et Stéphane Sauter se sont rendus au musée de Sèvres. Jour de fête aujourd'hui dans les musées de France, où le paysage est décliné sous toutes ses facettes. Les amateurs et les curieux ne boudent pas leur plaisir au musée national de la céramique, entouré de gigantesques baobabs en verre. On peut voir une forêt de baobabs, des baobabs comme vous n'en avez jamais vu. Des baobabs d'une race très particulière qui n'existe que dans une seule île et qui se caractérise par des troncs très hauts, très droits et des petites touffes de feuilles tout à fait en haut. Ils sont très bien, on a l'impression qu'ils sont chez eux ici en fait. Hein. Il y a 4 siècles de différence entre les pots et mes trucs, mais ils marchent très bien ensemble. Il n'y a pas de problème.
créations contemporaines bien atypiques dans ces lieux afin de sensibiliser le public à un autre type de patrimoine. Ça, c'est des petites nanas qui... le titre, c'est Regardez-moi, je vole. Alors, c'est des petites nanas qui font les folles et qui aiment bien qu'on les regarde, hein, surtout, c'est ça. Donc, elles font de la balançoire. Un succès pour ce printemps des musées qui donne la preuve que le paysage peut être illustré dans tous les types de collections, qu'il s'agisse d'art ancien, moderne ou bien contemporain. Avant de refermer ce journal, un détour politique vers le deuxième tour des élections législatives partielles qui se déroulaient aujourd'hui en France. À Toulouse, Philippe Douste-Blazy et à Cannes, Bernard Brochant sont donnés favoris, tout comme l'ancien ministre des Finances Dominique Strauss-Kahn qui tente son retour sur la scène politique à Sarcelles. Et nous retrouvons en direct Alban Mikosi. La grande inconnue, évidemment, c'est le taux d'abstention qui avait lourdement handicapé l'élection du premier tour. Tout à fait, Béatrice. Le taux d'abstention est resté important puisqu'on estime qu'environ un électeur sur deux ne s'est pas rendu aujourd'hui aux urnes. Alors, les premières tendances, il faut faire attention, on a voté jusqu'à 20 h ici. Les premières tendances donnent Dominique Strauss-Kahn devant. Ce n'est pas une surprise, mais avec un score beaucoup plus serré que celui qu'on attendait puisqu'il obtient sur un bureau test ici environ 54% des voix, ce qui est un score qu'on devrait retrouver finalement sur l'ensemble de cette circonscription du Val d'Oise. Donc une élection très probable pour Dominique Strauss-Kahn, mais pas réellement une élection de maréchal, due premièrement à l'abstention et deuxièmement à une bonne résistance de la candidate de droite Sophie Jacquet. Merci Alban Mikosi. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre, l'arrestation sans effusion de sang cette nuit à Belgrade de Slobodan Milosevic. Accusé de corruption, il a été placé pour 30 jours en détention préventive. La communauté internationale considère que c'est une première étape nécessaire, mais qu'il faudra que l'ancien dictateur réponde de crimes de guerre et contre l'humanité devant le TPI. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, votre film du dimanche, The Game, avec Michael Douglas, 0h40, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain, 7h50 plutôt, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Guy Asquette, secrétaire d'État à l'économie solidaire. À 13h, le journal de Gérard Holtz. Et à 20h, le journal de Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.